Bonjour à tous, très heureux de votre participation à notre webinar, Quam destiné à présenter l'apport de l'IA à l'analyse de données textuelles. Les participants sont en train d'arriver, donc on va attendre 2 ou 3 minutes avant de commencer effectivement. On va attendre encore 2 minutes exactement et je démarrerai à 11h04. Donc, écoutez, merci à tous de vous connecter à ce webinar. Le déroulé euh, théorique est de 1 heure, donc jusqu'à midi. Pour vous laisser un petit peu de marge avant la suite, on va se caler sur environ 45 à 50 minutes. Il y aura une première phase donc d'environ 35 minutes dédiées à la présentation et ensuite on garde au moins 10 minutes, voire un peu plus le temps nécessaire pour répondre à vos questions que vous pouvez poser sur le chat et que Fanny Maffre de Quam, qui est l'administratrice du webinar, me communiquera et à la fin de la présentation et auquel je répondrai. Donc voilà, c'est parti. Donc on va parler d'IA et de données textuelles, d'accord, et ce qu'on appelle également le traitement du langage naturel pour des applications en entreprise. Alors, Quam en quelques mots, donc j'ai vu dans la liste qu'il y en a un certain nombre qui nous connaissent. Donc Quam est une PME créée il y a, en 2007 et qui était un acteur historique des moteurs de recherche et des bases de connaissances. Et avec l'émergence de l'IA pour les données textuelles, on a pivoté, comme on dit, c'est devenu notre activité principale depuis 4 ou 5 ans. On est membre actif des écosystèmes numériques type Cap Digital, Pôle Compétitivité et dans l'IA de Francia qui regroupe les startups et les PME de l'IA en France. Donc on est un acteur effectivement installé en France. Tout est conçu par nos équipes basées à Paris et un peu en PACA. Voilà, c'est une société indépendante. Toutes nos données également sont hébergées en France puisqu'on fait plus de la moitié de nos applications en mode SaaS. Voilà, et donc on a une croissance assez soutenue actuellement puisque la demande du marché prend de l'ampleur. Voilà, donc on a un parc client assez important avec des grands comptes, environ 25% avec le secteur public, et on a également des PME innovantes comme clients. Voilà, donc Quam aujourd'hui, c'est 3 activités: l'analyse de données et l'exploitation des données textuelles, donc on va parler. On a une activité historique de
plateforme de veille et de crawl du web en masse, qui a certaines utilités dans des problématiques d'analyse également. Et on a une verticale sur les moteurs de recherche et les bases de connaissances qui sont aujourd'hui enrichies par l'IA. Donc c'est un des cas d'usage de l'analyse de données. Mais aujourd'hui, on va plutôt zoomer sur la partie analyse et pas utilisation des données dans les applications de recherche. Voilà. Donc ça, c'est nos 3 familles de solutions. Alors, les données textuelles en entreprise, de quoi parle-t-on? Donc, dans vos environnements, il y en a partout, dans votre bureautique, dans votre SharePoint. Donc ça, c'est tous les fichiers, documents, contrats, rapports, études que vous pouvez trouver dans vos systèmes génériques. Il y a les applications métiers et documentaires spécialisées dans le traitement de documents, que ce soit du management de documents qualité, de contrats, de RH et autres. Il y a de l'information qui est dans les emails, il y a de l'information textuelle qui sont dans les plateformes e-commerce, plateformes clients, interaction client et autres. Donc ça, c'est plutôt quand on est tourné vers l'extérieur. Et il y a 2 cas particuliers qui sont l'information qui vient du web et des réseaux sociaux et ce qui vient de transcription, ce qu'on appelle du multimédia, sur lequel on a aussi des solutions. Voilà. Donc là, quelques exemples de documents. Je vais plutôt illustrer la problématique de l'analyse avec 2 ou 3 cas pratiques. Voilà, ces documents sont très mal référencés et quand leur nombre était pas trop grand, c'était pas un problème majeur. Et aujourd'hui, avec l'explosion des données numériques de type textuel, c'est devenu un enjeu de productivité majeur. Voilà. Alors, la problématique de l'analyse, donc nous on englobe dans l'analyse l'exploitation et aussi ce qu'on appelle le pilotage des données textuelles, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai chez moi dans mes silos documentaires. Alors on est sur le salon Vivatech qui est le rendez-vous de la tech, qui est le premier grand salon physique qui se déroule aujourd'hui. Donc j'y ai passé une journée hier et je vous ai donné quelques exemples des gens qui sont passés nous voir sur le salon et qu'est-ce qu'ils nous ont donné comme exemple de problématiques. Voilà. Donc donc c'était principalement des grands comptes. Hein. Donc il y a quelqu'un nous a dit j'ai des données, j'ai des contrats avec différents fournisseurs partenaires dans différents systèmes et à la fin je sais pas vous dire tous les contrats qu'on avait et avec qui on travaille, etc. Et donc ça, c'est croiser des données extraites de contrats. Donc il y en a plusieurs dizaines de milliers pour identifier les parties prenantes. Parce qu'en fait, ce qu'il sait dire, c'est juste le nombre de contrats qu'il a avec telle société à partir de son système achat ou SAP. Voilà, il y a une autre société qui nous dire on reçoit énormément d'appels d'offres qui sont très longs. Je crois que c'était dans le bâtiment et on voudrait extraire les principales caractéristiques de l'appel d'offres pour les dispatcher aux bonnes équipes, aux bonnes régions et autres. Voilà. Il y en a un autre qui nous a parlé d'un référentiel de fournisseurs techniques et il voulait analyser les caractéristiques des équipements, sinon il est obligé de mettre des équipes pendant assez longtemps dessus. On a eu plusieurs sur l'analyse de verbatim avis client, donc on en reparlera, enquête RH. On a également demande sur l'analyse en masse d'emails et de pièces attachées pour du screening, voilà, et aussi de l'analyse de pages de navigation. Donc vous voyez, c'est assez vaste. Tout ça, le point commun, c'est qu'il y a des textes. Alors des textes, ça peut être des avis clients qui font une ligne, 2 lignes, 3 lignes, et des contrats qui font plusieurs centaines de pages. Voilà. Le constat, c'est que les utilisateurs sont entre guillemets un peu aveugles quant à leurs données textuelles et le temps passé à extraire l'information utile, soit pour des décideurs, soit pour une réutilisation, soit pour un process quelconque, est très long. Alors, pourquoi? C'est qu'il y a quasiment pas de métadonnées saisies par les utilisateurs qui produisent ces documents. Donc, ils sont déversés dans une application métier, un SharePoint, avec un titre et une date, et au mieux un auteur, et on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Donc, c'est les documents, ils sont stockés bruts ou ils sortent bruts des systèmes où on les produit, que ce soit de la bureautique ou des systèmes métiers. Et surtout, ils sont pas organisés dans des référentiels. Voilà. Donc, dès que quelqu'un en a besoin ou a besoin d'une partie du document pour une analyse, donc il y avait une direction de la stratégie où ils font des zooms sur des sociétés, des relations, des pays, etc. Donc, ça fait plusieurs dizaines de rapports par mois au niveau dans les 100 filiales du groupe. Et quand la direction générale dit est-ce qu'on a déjà eu affaire à telle boîte,
tel chantier, tel partenaire et autres, il faut que quelqu'un, la personne m'a dit, «Faut que je me coltine, plusieurs centaines de documents pour trouver si on a effectivement parlé, de telle société et que je fasse des contrôles F sur mon PC, donc j'en ai marre». Voilà, donc c'est ça un peu la problématique, c'est que tout ça est compliqué d'accès. Voilà. Et de réutilisation qui est une des demandes principales. Alors, comment on peut s'attaquer à ce problème? C'est par analyser les documents, avec, ce qu'on appelle en nous du text analytics, ça porte, aussi le nom de compréhension du langage naturel, text mining, voilà donc si vous êtes un peu familier du sujet, il y a eu plusieurs générations d'outils, puisque ces activités ont commencé dans les années 2000, qui étaient des outils, de type, sémantique, linguistique, qui avaient un certain nombre de problèmes sur lesquels je ne vais pas revenir, mais je pourrais y répondre à vos questions. Sont apparues les technologies du big data qui sont plutôt des technologies de type statistique et depuis 3-4 ans sont apparues les technologies de type deep learning et machine learning. Donc nous, on combine tout ça et pour avoir une solution qui combine le meilleur des 3 mondes parce que chaque, approche a son avantage et son inconvénient et on a essayé de garder que les avantages en combinant tout ça. Alors à quoi ça sert, cette combinatoire de solutions pour fournir de l'extraction de ça peut générer juste des métadonnées pour des documents qui transitent dans des systèmes. Ça peut extraire des indicateurs, c'est des choses de plus haut niveau que des métadonnées, c'est-à-dire des relations entre personnes, et un sujet, entre, personne et un contrat et et cetera. Le problématique à laquelle on va s'adresser aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle nous l'analyse de grandes masses de texte. Donc, quand on parle de grande masse, c'est on démarre à quelques milliers, d'accord? Et ça peut atteindre plusieurs millions. Ça peut transformer en cas d'usage de recherche d'informations et de moteurs de recherche et on a si plus récemment des cas d'usage qui se sont révélés autour du ce qu'on appelle le résumé automatique. Voilà. Donc les familles, on les range en 3 parties. Donc là, c'est toute la partie moteur de recherche qui est pas l'objet. Donc vous aurez une présentation où il y a tous les aspects de ce qu'on peut faire et là, pour des raisons de temps, je vais, me concentrer sur les problématiques, d'analyse. Donc l'analyse, voilà quelques exemples de projets qu'on a pu mener. Donc il y a l'analyse de risque, KYC, réputation, enquête, juridique, lien entre contrats comme l'exemple que je donnais, investigation. Donc ça, c'est d'analyser des relations. Alors il y a souvent la thématique du risque qui revient, d'accord, soit au sujet de partenaires. Alors le risque, ça veut dire, c'est pas forcément une attaque, hein, c'est de mieux connaître, avec qui on travaille quand c'est l'information sur les sociétés, clients et partenaires, c'est de trouver des relations, c'est de trouver des documents, qui auraient pas dû sortir dans le cadre d'enquêtes email et cetera et cetera. Voilà et il y a mieux travailler, donc ça, c'est l'analyse d'échange de documents, ce qu'on appelle nous le screening d'informations. C'est des emails de réclamations qui arrivent en masse, c'est comment je les distribue, comment je les traite plus automatiquement. Et il y a une partie liée dans l'analyse à tout ce qui est conformité, réglementation et compliance, où il y a des grosses équipes qui travaillent dans les grands comptes et la demande réglementaire ne faisant qu'augmenter, il faut augmenter la productivité de ces services et de ces activités. Voilà. Et un deuxième pan dans l'analyse qui est ce que nous on appelle les verbatims. Donc c'est l'analyse de l'information textuelle qui est produite par les internautes. Donc elle se retrouve à différents niveaux dans tout ce qui est avis client, parcours client, relations clients, suggestions, propositions et autres, analyse de forums et autres données sociales, panel d'enquêtes et autres. Voilà, donc ça c'est toute la sphère client. Il y a la sphère ressources humaines. Donc là, c'est l'analyse des réseaux sociaux d'entreprise pour voir s'il y a des choses qui transitent, mieux analyser les sujets d'intérêt, etc. Il y a toutes les enquêtes observatoires RH. Donc là, avec le Covid, il y en a beaucoup. Donc c'est ce qui s'appelle les enquêtes de qualité de vie au travail, baromètres sociaux, etc. Et il y a une autre sphère qui est sur la partie compétences, profil, CV. C'est mieux connaître les équipes de collaborateurs, optimiser le screening des candidatures, etc., etc. Et il y a 2 autres axes dans les verbatims. Il y a ce qui relève de la sphère politique, donc on avait été retenu pour analyser les verbatims du grand débat national en 2019. Donc ça, c'était 5,5 millions de verbatims dans le grand débat organisé par le gouvernement. Voilà, donc
On va voir si à l'occasion des prochaines présidentielles et des élections, il y en aura des nouveaux, parce que c'est pas une activité récurrente par défaut, parce que c'est pas nous qui avons la main ni les clients, et qu'il y a un seul client dans ce domaine. Voilà, et après, il y a ce qu'on appelle les remontées de terrain. C'est sur les chantiers, dans les usines, essayer de comprendre. Il y a des opérateurs de moins en moins nombreux qui se baladent, qui peuvent intervenir, qui prennent des photos, qui envoient via leur téléphone une remontée. Voilà, il y a les comptes rendus qui peuvent être faits par des prestataires qui interviennent, qui font des bordereaux d'intervention qui sont plus ou moins bien exploités. Voilà, donc tout ça, c'est la partie analyse. Alors, c'est quoi comprendre les textes? Alors là, on a pris, donc je prends des exemples d'articles de presse parce que le principe est le même et il n'y a pas de problème de confidentialité. Je peux pas prendre des exemples de contrats d'un client. Donc, c'est quoi les outils d'analyse de compréhension du langage? Eh bien, quand nos logiciels passent sur un document quel qu'il soit, ils connaissent, ils savent que conseil d'administration, ça veut dire quelque chose, que Suez est une société, Veolia aussi, que Antoine Frérot, c'est une personne, que démantèlement de Suez, c'est un projet, enfin ce qu'on appelle un événement chez nous, etc., etc. Voilà. Alors, vous me direz comment on démarre de zéro? Est-ce qu'on démarre de zéro ou pas? Ben justement, c'est tout l'apport et l'approche de Quam, c'est justement par rapport aux applications historiques ou aux applications qui sont faites par des gens plutôt des prestataires de services, qui vont vous proposer des briques open source en vous disant je vais vous faire une application de traitement du langage naturel qui sert rien qu'à vous. Ils vont démarrer de zéro et le chemin est très très long. Nous, on démarre avec un socle extrêmement vaste et déjà très rempli de plusieurs millions d'entités, de concepts, de thèmes qu'on a validés via notre approche, le triptyque de l'approche que j'ai présenté. Donc tout ce qui est en bleu, c'est ce qui existe dans la solution quand vous l'utilisez out of the box. C'est-à-dire qu'on connaît des entités nommées générales, toutes les sociétés, les personnes, donc à 99% de fiabilité par rapport à des sociétés très particulières et on met à jour ça en parallèle par l'analyse de 100 000 informations web par jour. D'accord? Donc ça, c'est la partie big data de notre solution parce qu'il y a toujours des sociétés qui se créent, des startups. Bah voilà, là, on analyse toutes les news de Vivatech typiquement pour trouver des nouveaux noms de startups dont on sait que c'est des sociétés. On fait pareil sur les thèmes, d'accord? Donc développement durable, livraison de colis comme on voit à l'écran, tout ça, on sait que c'est des choses qui ont un sens, d'accord? Et qui sont mis dans nos référentiels. Et ainsi de suite, pareil pour les sentiments généraux. On a des sentiments RH qui sont issus de nos enquêtes, puisqu'on en fait beaucoup, des sentiments avis clients qui sont déjà standards. Donc ça, c'est ce qui existe out of the box de la solution. Et ce qui est en orange, c'est qu'est-ce qu'on va personnaliser pour vous pour être complètement vous personnalisez notre solution par rapport à votre cas d'usage, votre besoin et votre contexte. Donc c'est ça le plus important parce qu'il faut le faire vite et historiquement cette mise au point était très longue et on va voir comment on fait. Je vous expliquerai la méthodologie tout à l'heure. Donc l'avantage de QuamTest NX, vous avez cet énorme référentiel validé qui est livré en standard, qui correspond à ce qu'on fait pour nos clients médias à peu près. Et ensuite, on a développé des outils pour s'adapter très rapidement à votre domaine et à votre cas d'usage, pour finalement faire un modèle sémantique hybride, IA sémantique, qui correspond exactement à votre besoin et pas à votre besoin globalement un groupe, c'est globalement à votre cas d'usage. Et du coup, quand vous avez plusieurs cas d'usage en entreprise, dans la même entreprise, comme cette adaptation est rapide, elle est encore plus rapide plus vous faites de cas d'usage. Et surtout, on vous donne la main via un gestionnaire d'ontologie, hein, c'est le nom que ça a chez nous, un back-office, qui vous permet de piloter. Alors, il y a deux cas de figure, c'est le client pilote une fois qu'on l'a formé ou il nous confie le pilotage. Ça, c'est une problématique contractuelle. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça vous livre? À partir de notre modèle général, on va faire votre modèle spécialisé adapté à votre cas d'usage. On peut traiter, on devient agnostique de la masse de documents parce que qu'on en a fait le modèle, qui en ait 10 000 ou 100 000 ou 1 million, c'est la même problématique. Ça peut s'utiliser en SaaS ou on-premise suivant les problématiques d'organisation de l'IT chez chaque client. Et grosso modo, ça participe à l'amélioration de la productivité et de l'usage des données textuelles et ça va automatiser les tâches qu'on a décidé d'automatiser
ou d'automatiser à 80-90%. Voilà. Donc à partir du moment où on a nos autologies en standard, on va créer les vôtres sur mesure. Et les 4 sorties, il y a 4 sorties ou livrables. C'est le moteur de recherche, dans le cas du moteur de recherche spécialisé, contextuel ou cognitif, suivant comment on l'appelle. Les tableaux de bord d'analyse, c'est ce qu'on va surtout regarder aujourd'hui. De l'export de données qualifiées et analysées par nos outils pour réintégration dans des systèmes métiers que vous avez, et l'utilisation simplement d'API pour envoyer au fil d'eau des documents et le remettre dans vos systèmes métiers. Donc il y a les 4 cas d'usage. Voilà. Alors je vais vous donner quelques, voilà, donc on va voir comment la data visualisation est un des éléments importants pour naviguer dans les données. Donc ça, c'est une partie principale des livrables, c'est de la partie analyse, c'est comment je vais naviguer dans mes données pour découvrir des liens, des faits spécifiques, des tendances, des indicateurs. Donc on va voir. Alors on va faire un petit peu de science 3 minutes. C'est comment, donc pour ceux qui font de la business intelligence, en fait, c'est d'adapter les principes de la business intelligence au texte. Donc en fait, c'est qu'on rajoute des dimensions au texte. Donc on a pris un cas d'un article là, c'était l'ancien rachat d'Altran par Capgemini. Et donc du coup, qu'est-ce que permet l'analyse? C'est que tous les indicateurs qui sont extraits sont mis en fait dans un espace qui peut être de n dimensions. Là, on en a mis 3, le société, le temps et les concepts. Et du coup, c'est tous les indicateurs que vous calculez sont mis dans un espace qui s'appelle un espace latent. Et donc, du coup, vous pouvez en faire des tableaux de bord, puisque c'est comme si vous aviez des colonnes, transformer votre texte en autant de colonnes Excel avec chaque indicateur, voilà, ou base SQL. Voilà, donc c'est ça le principe, il est simple. Ce qui est compliqué, c'est d'extraire les bons indicateurs des documents. D'accord. La restitution, c'est du tableau de bord et la navigation classique dans des tableaux de bord que vous connaissez pour utiliser des données quantitatives ou structurées. Et c'est le même principe, sauf que les données structurées les indicateurs qui existent dans des données structurées, dans le texte, elles n'existent pas, et c'est nous qui les calculons. Voilà. Et donc, au final, le fait que vous avez positionné chaque morceau de texte qui correspond à un indicateur de votre texte dans un espace, on sait intégrer aussi les données quantitatives qu'on a, genre là c'est dans des avis clients, les codes postaux, le nom des filiales, les services dans les grands comptes, les titulaires des contrats dans les contrats. Donc ça, on s'y aussi récupérer toutes ces métadonnées, non pas calculées par nous, mais qui existent dans vos systèmes. Et tout ça vous offre des espaces de navigation avec il y a à peu près 200 tableaux de bord type, donc il y a de quoi faire. Je vous en montre quelques-uns. Voilà, des timelines. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est après vous naviguez dans les données, puisque toute métadonnée, tout camembert, tout axe est cliquable et tout se recalcule derrière avec les, les différents tableaux de bord qui ont été paramétrés, je vous dis, parmi les 200 possibles. Donc on a deux environnements là-dessus. On a un environnement pour on se couple avec les outils Elasticsearch, donc on utilise les rendus Kibana qui existent souvent dans les grandes entreprises. Voilà, puisqu'ils ont souvent cette technologie pour des applications, notamment de monitoring de log et autres. Et donc on utilise cet environnement et nous on a fait aussi un environnement qui couple la partie accès à l'information, moteur de recherche éventuellement. Voilà, donc ça c'est des exemples de tableaux de bord. Donc quand vous cliquez sur augmenter, ben, vous allez voir que c'était augmenter, c'était issu du grand débat, que derrière le nuage de mots parlait augmenter les prestations sociales, le RSA et ce genre de choses. Voilà, les retraites aussi, je crois. Donc en fait, l'utilisateur il clique sur un des verbes, là c'était l'analyse des suggestions, et il peut recalculer. Là, je suis dans de la vie client, et donc on a classé l'ontologie a permis de trouver facilité d'essayer des produits, recommander à son entourage, satisfaction de la visite, satisfaction de l'achat. Donc ça, c'est des textes où à partir de l'analyse du texte, on l'a catégorisé en différentes typologies et différents niveaux de satisfaction. Voilà. Donc ça, c'est les autres tableaux de bord qui sont couplés à notre moteur de recherche.
Voilà, donc là, c'est quand il y a le besoin de naviguer, d'utiliser l'information moitié entre les tableaux de bord et de l'accès plus et couplé également à l'accès à l'information, voire à des modifications des tags et des caractéristiques. Voilà. Voilà, donc j'ai laissé dans la présentation que vous recevrez après le webinar la partie plus moteur de recherche, organisation documentaire, que je vais passer là parce qu'on n'aura pas le temps de voir les aspects méthodologiques. Donc je vous explique juste le principe dans des applications moteurs de recherche ou automatisation de processus documentaire. Quand un document arrive, là, c'est les articles du Figaro qui sont gérés par nous. Automatiquement, tous ces tags sont mis par le système. Donc là, c'est de la politique, hein, les noms des personnes, les noms des sociétés, les concepts dont parle l'article, ce qui fait qu'après, ça peut propulser les bons articles dans les newsletters, dans les archives, dans les fils de personnes auxquelles les internautes, les clients du Figaro sont abonnés. Donc, s'il est abonné à tout ce que cite Bruno Le Maire, ça va prendre le tag Bruno Le Maire. Et tout ça a été fait automatiquement. Voilà, donc je passe sur les autres et je vais à la partie méthodologique. Vous l'aurez dans la présentation. Alors, comment on fait un projet et quelles sont les étapes? Alors, on démarre dans une phase qu'on a toujours par une phase qu'on appelle phase 1, expérimentation, POC, peu importe. L'idée, c'est de vous montrer et surtout de voir si vous voulez prendre la main sur la construction du référentiel et de l'ontologie, ce qu'on appelle nous l'ontologie, qui est votre futur modèle d'IA. Voilà, donc on fait ça avec une phase d'échantillon, ce qu'on appelle la phase de build. L'échantillon étant, on parle en milliers ou en dizaines de milliers, hein, d'accord. Et après, donc on fait tout un passage pour voir effectivement comment vous appropriez la solution, comment vous allez vouloir la gérer en prenant la main sur le back-office suivant les analystes, les data scientists, l'équipe qui s'en occupe. Et après, de voir les différents types de livrables, parmi les 4 que j'ai cités tout à l'heure, juste la partie API, la partie export, ou d'utiliser nos livrables tableau de bord et moteur de recherche. Et après, de voir si on est en mode pur SaaS, pur on-premise ou hybride, parce qu'on a des modes hybrides aussi. Typiquement, on peut avoir un mode hybride où si c'est l'application qui gère les documents qu'on a enrichis, on va utiliser l'appel à notre API qui a été bâti pendant la phase de build. Mais comme nous, on va pas stocker des documents, c'est juste des documents qui transitent. Donc vous vous dites, je vais les exploiter même s'il y a un assez haut niveau de confidentialité, puisque nous, vous nous envoyez un document, on vous renvoie le document avec les métadonnées et après on efface tout. Voilà, donc il y a des modes hybrides aussi qui est possible. Alors la méthodologie, qu'est-ce qui permet d'aller vite et de s'adapter à votre contexte, c'est que nous, on prend votre corpus qui fait 10 000, 100 000 informations. Il y a déjà un premier niveau, c'est que nous, on découpe tout en phrases, d'accord. Donc ça, on est un des rares acteurs à savoir le faire. C'est-à-dire que ce soit dans des avis clients ou dans des textes, on va découper en phrases et en propositions, d'accord. Donc, pour faire simple, chaque groupe verbal sera analysé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un moteur d'extraction. Et effectivement, l'apport du référentiel qu'on vous fournit en standard, c'est quel que soit le document, même le plus spécialisé technique, d'accord, il y a au moins entre 50 et 95% qui relève du standard. C'est-à-dire qu'on connaît déjà que maintenance opérationnelle, c'est quelque chose, développement durable, c'est quelque chose, que contrat ceci d'assurance, c'est un concept. Donc ça veut dire même avec un corpus spécialisé, je veux dire, il y a au minimum 50% qu'on connaît et dans les cas les plus généraux, on est proche de 100%. D'accord. Et donc du coup, on va faire l'adaptation que sur votre partie très spécifique. Ok. Voilà. Et il y a toujours, parce que le succès du déploiement des projets IA, c'est que les résultats soient explicables. Donc il y a toujours un outil de pilotage qui permet de comprendre pourquoi la machine, les algorithmes ont trouvé ça, ce qui est différent de l'approche pure machine learning, parce qu'avec les approches pure machine learning que proposent certaines briques open source, vous avez un résultat et vous ne savez pas expliquer pourquoi, et donc ça détruit souvent la confiance des utilisateurs finaux qui, voilà. Alors nous, dans notre solution, on sait toujours pourquoi ça a donné cet résultat via un back-office. Voilà. Alors, comment est le process général?
c'est qu'on fait l'ingestion de votre contenu, donc les structures, que ce soit des documents, des verbatims, des messages email. Donc là, il y a toujours un travail qui est pas forcément sur lequel nous on a plein d'utilitaires qui ont été faits, et donc qui lorsque le client prend la main font un des avantages de la solution, c'est que des catégories de contenu et des typologies entre. Là, on fait des rapports d'expertise qui sont en PDF, qu'il faut découper page à page, des emails qui viennent de Google ou de Microsoft, c'est pas les mêmes formats, ils se découpent pas de la même façon, etc., etc. Donc, on fait ça ensuite en deux, cette phase de découverte, et on se connecte de reconnaître, et on va diviser en deux ce qu'on connaît et ce qu'on connaît pas, et on va surtout travailler sur ce qu'on connaît pas pour faire votre ontologie. On a des outils d'IA qui vous disent ça, à mon avis, c'est pareil que ça va avec ça, donc ça se retrouve dans le gestionnaire d'ontologie. Et là, on vous donne la main, et là, on va bâtir le modèle qui va dépendre de est-ce qu'on est juste dans de la reconnaissance d'entité, de sujet, est-ce qu'on a un niveau de relation, de suggestion, de sentiment, de relations complexes spécialisées. Voilà. Et donc, en fait, une fois que vous êtes dans le back-office qui s'appelle quoi, Ontology Manager, en fait, l'IA vous propose des trucs, des associations, des termes nouveaux, en calculant la fréquence d'apparition dans les documents, leur positionnement et autres. Et en fait, et juste sur la partie spécifique. Et dans le cas des ateliers qu'on anime pendant la phase d'expérimentation sur lequel on vous forme, vous n'avez plus que de la validation. Et donc, ça va très vite parce qu'en fait, l'IA va détecter, alors je vous donne dans le grand débat, par exemple, il y avait 150 façons de dire il faut baisser les impôts, d'accord. Eh bien, en quelques clics, comme l'IA vous dit, il faut baisser les impôts, il faut aussi les diminuer, il faut penser à diminuer la pression fiscale, etc., etc. L'IA vous les propose, et donc vous en cliquez 20 d'un coup, et vous avez fait l'analyse de centaines de milliers de verbatim en fait. Voilà, donc c'est là qu'il y a la productivité, c'est tous les termes équivalents, les contextes équivalents, et ça. Donc tout ça, c'est des algorithmes d'IA qui font ça, et on se concentre avec le métier. Alors le métier, c'est soit du pur métier, soit des binômes métier, data science, analyste expert. Voilà, donc ça dépend du projet, de sa complexité. Voilà. Donc c'est là qu'est la productivité. Donc pour ceux qui sont un peu plus dans la partie technologique, en fait, on va faire un modèle qui évite, parce qu'après, le modèle que vous avez fait avec votre phase d'expérimentation, il peut servir à la fois dans notre référentiel, et il peut aussi s'utiliser comme dataset d'apprentissage pour d'autres usages chez vous. Parce que le problème des projets data, c'est qu'il faut faire le référentiel. Et donc, quand vous le démarrez de zéro, même si vous avez une équipe de 2 personnes, on rencontre des grands comptes qui ont commencé avec des embauchés ou des gens qui viennent de SS2I. Ils sont très très loin parce que c'est très très long. Le vocabulaire général, c'est très très vaste. Donc, comment on fait? On utilise ce qu'on appelle la partie, c'est la partie linguistique au début, notre vocabulaire général qui est très vaste, et donc très vite on a un niveau d'ontologie préliminaire qui couvre déjà une grosse partie de votre besoin. On fait la partie que je vous ai expliquée, qui est le classement de tout ce qui est spécifique, et après vous avez un dataset qui correspond exactement à votre cas d'usage, et donc vous rentrez des nouveaux contenus, et là, suivant le modèle, on s'arrête plus ou moins là dans la partie IA, parce que des fois, quand on a juste commencé la partie mixte rule-based, IA-based, on a déjà des résultats suffisamment pertinents, et donc le client s'arrête là. Et alors, ça dépend jusqu'où on va dans la partie IA, du volume, parce que si on est à plusieurs millions, on va itérer. C'est-à-dire que vous pouvez itérer 2, 3, 4 fois pour, au fur et à mesure que vous rentrez du contenu, pour améliorer votre ontologie et votre modèle. Voilà. Donc ça va assez vite pour une phase d'expérimentation, puisque on parle de quelques semaines. Donc on ingère les données, c'est autour d'1 à 2 semaines. Il y a la partie découverte, extraction à partir de, et voir ce qu'il y a à travailler et qui est spécifique. Donc ça, c'est la partie atelier où on vous forme, où c'est nous qui faisons, on vous forme et vous prenez la main. Voilà, et en quelques semaines, environ 8 semaines, 6 semaines, vous avez tableau de bord, et on fait dans la phase d'expérimentation au moins une itération pour vous montrer ce qu'apporte une itération. Voilà, et vous avez vos tableaux de bord qui peuvent être, dans le cas du moteur, les futures facettes. Voilà. Et après, on paramètre les tableaux de bord. Donc, on est au bout de 8 semaines environ. On a fait une phase d'expérimentation. Alors, je précise bien en SaaS,
parce que s'il faut l'installer chez vous, il y a la phase d'installation préalable dans votre environnement qui est plus longue. Voilà, donc ça, on est sorti, on n'est pas dans un projet tunnel, on a des résultats visibles par le métier. Donc là, je vous cache pas, on a 2 ou 3 projets qui démarrent, où il y a des équipes data internes qui ont essayé de faire du traitement du langage naturel et qui sont dans un tunnel, et la direction métier a dit, «Essayez de me trouver une, solution à l'extérieur». Et donc du coup, nous, l'équipe data prend la main sur notre outil, parce que la partie, gestion des modèles, de l'ontologie, ça devient, nous, on préfère que vous ayez que le métier, enfin que le client, prenne la main. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Donc ça, je vous montre qu'une partie du résultat. On a en haut à gauche, par exemple, on a fait, un gestionnaire dans le domaine du bâtiment pour une place de marché, où en fait, les produits qui arrivaient, donc c'est un sujet très simple à comprendre. Les produits qui arrivaient des fournisseurs de matériel de plomberie, bâtiment et autres, étaient mis avec 2 caractéristiques. Est-ce que c'était un tuyau, par exemple, ou une baignoire? Et puis, une référence, d'accord? Et donc il y a une équipe qui, à la main, rajoutait, quelques métadonnées. Donc quand ils avaient 10 000 documents, ils avaient une équipe de 6 personnes. Après 20 000 documents, ils avaient une équipe de 10 personnes. Et là, ils ont 50 000 références et ils veulent passer à 200 000. Donc l'équipe, la DSI est venue nous voir. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un modèle qui, à partir des fiches produits, de baignoires, de tuyaux, bah, ça reconnaît que c'est un tuyau en PVC, en cuivre, en laiton, en je sais pas quoi, qui fait tel diamètre. Et donc ça met automatiquement des caractéristiques aux fiches produits. Et donc comme ça, ils peuvent passer de 50 000 à 200 000 avec la même équipe, puisque, vous voyez là, on a exemple, le raccordement. Alors les tuyaux, c'est l'enfer, hein, c'était assez compliqué. Voilà, vous avez l'emballage, vous avez, alors je peux pas tout vous montrer. Et on a dans le domaine, on travaille pas mal avec le ministère des Armées, on a un modèle là sur les équipements militaires. Voilà, donc là, c'est les typologies d'avions. Et donc, on voit à droite la façon de parler du F-16, du F-35, etc. On s'aperçoit dans des textes qu'il y a plein de variantes, d'abréviations, de fautes de frappe, etc. Donc tout ça vous permet que cette métadonnée, elle est unifiée et elle est mise automatiquement. Voilà. Et elle est pilotée, puisque à tout moment, pour l'administrateur, on ne le voit pas là, il peut cliquer et dire pourquoi c'est arrivé là, il voit le bout du texte et il peut corriger si jamais il y a une erreur. Voilà. Donc comment tout ça se passe? En général, pour terminer, donc le proof of concept, c'est en général en mode SaaS, sauf cas secteur défense ou ministère de l'Intérieur. Après, le projet peut être en SaaS, en mixte, en hybride ou on-premise chez vous. Et après, il faut voir comment on gère les évolutions. Vous êtes formé avec nos outils et vous avez complètement la main. Et nous, on fait du support. Vous avez un client qui a pris un consultant qu'on a formé pour un projet complexe. Enfin, il y a un peu tous les cas de figure qu'on peut envisager. Voilà, avant de passer aux questions, on avait fait l'année dernière, il y a presque un an, un livre blanc qu'on continue de diffuser où il y a des témoignages clients, des exemples de réalisation, un panorama de la technologie par un expert académique du sujet. Voilà, donc vous allez recevoir la présentation. Vous pouvez nous contacter pour une démonstration personnalisée. On a différentes démonstrations sur de l'analyse de données d'email, des forums, des avis clients, des documents complexes. Voilà, donc pour illustrer et mieux coller à votre besoin. Voilà. Voilà pour la présentation. Je vous remercie. On va passer 11h40. On va passer aux questions, Fanny, s'il y en a. Bonjour. Alors, oui, oui, on a déjà quelques questions. Alors, la première, avez-vous testé vos outils sur les résumés automatiques de brevets? Alors, les résumés automatiques de brevets, non, parce qu'on n'a pas eu la demande. On les a fait sur les résumés automatiques de documents techniques dans un projet qu'on a avec EDF. Mais donc ça pourrait se faire. Il faut adapter un modèle sur les résumés et voir la typologie. Alors
pas sur le résumé, il y a 3 familles de résumés, avec la personne, on pourra creuser. Il y a le résumé pour extraire les parties qui vous intéressent suivant un prisme d'analyse. Il y a le résumé pour lire, d'accord? Et il y a le résumé pour faire une synthèse. Voilà, donc on a déjà 3 types de résumés, donc on a différentes approches, on peut en discuter. Donc c'est le sujet le plus récent dans le traitement du langage naturel, et c'est un sujet complexe. On a un projet de R&D en cours là-dessus parce que la problématique de la généralisation du résumé, c'est que il y a assez peu de corpus de validation. Voilà. Donc les seuls corpus de validation existent sur des news, sur les différents modèles. Voilà. Donc les brevets peuvent être un bon candidat parce qu'il y a déjà les abstracts. Donc on pourrait imaginer faire des résumés de brevets avec un prisme différent. Écoutez, on peut en discuter. Et on a une application à vous montrer dans le sujet qui est le résumé avec un prisme d'analyse, c'est d'extraire des caractéristiques particulières. Voilà. Il y a d'ailleurs une slide dans la présentation que vous recevrez. Voilà. Alors, une autre question concerne les langues qui sont traitées. Alors, on traite de nombreuses langues, pas toutes au même niveau. Donc, français-anglais en premium, puisque tous nos clients nous demandent du français et de l'anglais. On traite en bon niveau espagnol, allemand, italien, portugais. Et ensuite, on traite d'autres langues. Et là, ça dépend des cas d'usage. Dans tout ce qui est avis client, RH, on passe par des outils de traduction et on fait l'analyse via la langue pivot qui est anglais. Donc là, on a fait une enquête avec 18 langues dans tous les pays d'Europe. Et sur des documents simples, ça marche bien. Sur des documents techniques, il faudrait faire une adaptation du modèle approfondie dans chacune des autres langues autres que le français et l'anglais. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas la demande. Voilà. Mais sur tout ce qui est contenu simple, on a fait plusieurs projets en passant par la traduction, par le pivot de la traduction, et ça marche très bien. Voilà. Mais pour des contenus simples, hein, je vous parle d'avis client, page de navigation, et assez grand public, pas pour des choses très complexes techniquement. Voilà. Alors, une autre question concerne le respect du RGPD. Alors, alors, nos outils peuvent être utilisés pour détecter des personnes dans des silos de données que vous voulez anonymiser, d'accord? Nous, on travaille qu'avec des contenus de nos clients, donc bah, on se conforme à sa politique, mais on est un prestataire technique, donc on remplit les registres qui vont bien, mais on n'est pas ni propriétaire de la donnée. Et donc, s'il y a des données sensibles, par exemple dans des documents internes, c'est plutôt lui qui nous l'anonymise, voilà, en général. Alors, une autre question euh, concerne est-ce que le système sort à part les textes inclassables? Exemple, grand débat ou expression d'idées nouvelles. J'ai pas compris, Fanny. J'ai pas Alors, entendu. la question est de savoir si les mots-clés qui ne sont pas identifiés, comment on les classe. Par exemple, Ah, quand on a gilet jaune qui apparaît du jour au lendemain ou des ah choses comme bah ça. ça, alors il y a deux cas de figure. Il y a je vous dis, on analyse 100 000 infos web en 5 ou 6 langues. Donc nous, on rentre typiquement quand on a eu le grand débat, on avait déjà le terme gilet jaune, nous, dans nos référentiels. On avait le terme des les journées de manifestation, tout ça, violence policière, tout ça, on avait. Donc ça, c'est quand c'est un corpus qui est dans l'actualité, d'accord? Quand c'est le corpus du client, eh bien avec la méthodologie que je vous ai montrée, comme il y a tout ce qu'on connaît qui apparaît, et on met à part et on sépare de ce qu'on connaît pas. Et dans ce qu'on connaît pas, avec les tableaux de bord, on peut isoler nous, on va dire, dans ce qu'on connaît pas, on pense que c'est une personne, on pense que c'est un concept, on pense que c'est, je sais pas, un événement, voilà. Donc on les catégorise. Et après, il y a dans ce qu'on connaît pas de votre corpus, comme je vous dis, on le caractérise en disant, on pense que ça peut être ça ou ça doit être ça. Et après, il y a des choses sur lesquelles on ne sait vraiment pas, mais en général, c'est un petit nuage. Et donc là, bah, c'est le travail de l'administrateur. Et pour minimiser ce problème, il y a des fois dans les grands comptes, on va intégrer du vocabulaire, typiquement les listes d'acronymes qui sont Alors, utilisées en interne. Voilà. alors apparemment, c'est pas tout à fait la question. On me dit que ça serait plutôt des idées nouvelles. Est-ce que les Ah oui, systèmes alors les pour les reçoivent? signaux faibles, on va trouver effectivement, on peut analyser à l'envers. Donc effectivement, on peut prioriser ce qui a le plus de fréquence, d'accord? Et dans le back-office, on peut aller voir ce qui a une fréquence très faible.
qui peut être mis dans un tableau de bord avec la typologie qu'on a calculée automatiquement. Donc typiquement, nous, on a un modèle pour calculer ce qui ressemble à un événement, hein, d'accord? Donc même si c'est arrivé qu'une fois, vous pouvez aller voir les événements potentiellement calculés par l'IA qui sont arrivés qu'une fois. Il y a beaucoup de déchets, mais vous pouvez trouver une pépite là-dedans, je suis d'accord, ça relève de la on y arrive, mais du coup, c'est beaucoup plus rapide parce que on sait naviguer par fréquence et par typologie de ce qu'on n'a pas classé, d'accord? Voilà. Alors, une autre question concerne le format utilisé pour les ontologies. Bah, on utilise les formats standards. Donc, alors, l'ontologie, il y a un gestionnaire qui est une application faite par web, c'est stocké dans des bases de données. On sait vous l'exporter je crois que ça s'appelle au format OWL. On sait ingérer, si vous avez une ontologie maison, des référentiels, des thésaurus, tout, on sait les injecter dans notre système pour profiter de la connaissance que vous avez déjà pu formaliser autour de ce sujet. Donc tout est prévu pour intégrer ça. Voilà. Alors, après, on nous Et demande exporter aussi. si on a déjà testé notre outil sur l'analyse de collections multidisciplinaires de bibliothèques. Collection, non, on l'a pas testé, mais en fait, ce qu'on ferait dans ce cas-là, c'est que si c'est multidisciplinaire, notre gestionnaire d'ontologie peut gérer plusieurs ontologies, d'accord? Donc vous allez prendre le corpus sciences humaines, vous allez faire notre process, vous allez prendre le corpus, je sais pas moi, technique biologie, vous allez faire notre méthode. Si je prends dans la biologie, il y a déjà des référentiels très vastes, parce qu'en fait, notre approche, c'est de dire l'ontologie générique qui couvre tous, ça ne peut pas exister. Donc nous, on a des outils de productivité pour faire des ontologies métiers, et vous pouvez, surtout avec notre outil, vous pouvez gérer plusieurs ontologies. Donc dès que vous en avez fait 2 ou 3, parce que vous avez des corpus disciplinaires, multidisciplinaires, il y a toujours des parties communes, donc vous pouvez les réutiliser, donc ça va très vite. Donc c'est comme ça qu'on traite le sujet. Alors, si je reprends l'analyse du grand débat, les questions étaient pouvaient parler de tout, mais pas dans le même contexte. Je parle de l'environnement, donc on a fait une ontologie par question. Voilà. Il y en avait 72. Heureusement qu'il y avait de la productivité pour faire l'ontologie, sinon on n'y serait pas arrivé. Voilà. Donc multidisciplinaire, en fait, c'est pas un problème pour nous. On va faire plusieurs ontologies ou plusieurs sous-ontologies, suivant comment on appelle ça. Voilà. Alors, on nous demande également, est-ce que nous traitons des données comme les offres d'emploi? Tout à fait. On a même un corpus d'apprentissage qui fait tu vas peut-être savoir le chiffre, je sais pas, 7 ou 800 000 offres d'emploi qu'on active en permanence, qu'on met à jour en permanence. Oui. Mhm. Alors, on a une question. On nous demande si pour une collectivité territoriale dont les compétences et les cœurs de métier sont multiples et les données forcément pas très bien regroupées, par métier du moins, est-il possible de gérer plusieurs corpus simultanément pour à la fois les regrouper et les qualifier? Eh bien, on revient à la même problématique, c'est qu'on peut gérer un corpus qui est en PDF, un corpus qui est de différentes familles. On va faire l'approche ontologique et à la limite que le format soit différent. Il y a tous les utilitaires. En fait, nous, on va mettre dans un format unique à nous ce qui vient du email, du HTML, du PDF, du Word et autres. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, donc on a fait énormément de formats. C'est un des points forts de notre solution, c'est que il y a une série d'utilitaires pour traiter tous les formats variés et divers, voire baroques des fois qu'on rencontre dans les systèmes d'information des clients. Voilà. Après, il faudra aller dans le Alors, détail de votre cas particulier, mais on est habitué à traiter la variété extrême de contrats, de formats, pardon. on a une dernière question. Donc, si vous... Ah non, non, non. Alors, comment se fait l'analyse des lieux géographiques et à quel niveau? Minimum commune ou plus précis, comme les lieux dits? Alors, pour l'instant, en standard, on descend continent, pays, région, département, commune, d'accord? Voilà, qu'on a intégré dans notre système. Après, on peut aller plus bas au niveau des lieux-dits. On l'a fait en partie avec des lieux-dits géolocalisés dans une application, mais on n'a pas tous les lieux-dits de France ni d'ailleurs. On a une partie de lieux-dits dans certaines zones que le client nous a demandé d'identifier à partir de coordonnées GPS.
Voilà. Donc en standard, il y a jusqu'à commune. Voilà. Alors, une dernière question, non, on en a encore deux. Qui est propriétaire des ontologies créées spécialement pour les clients? C'est une très bonne question. L'ontologie vous appartient à la fin. Voilà. Alors, on revient L'ontologie sur les... métier vous appartient parce que contractuellement, et puis il faut savoir que pour nous, une ontologie hyper spécialisée à votre cas d'usage, elle ne sera pas adaptée enfin, il n'y a jamais deux cas d'usage strictement identiques. Voilà. Donc, et s'il y a un cas d'usage qui est arrivé, je parle des sentiments à vie client, par exemple, j'aime un produit, j'aime mon téléphone, je le trouve trop cher, etc. Ça relève du domaine général. Par contre, quand vous creusez dans des documents, notamment s'ils sont un peu techniques, les règles spécifiques dégraderaient plutôt le générique si on les intégrait. Donc, ça vous appartient et ça n'a pas d'intérêt pour nous à les intégrer. Voilà. Alors, Donc, ça vous oui, on va revenir sur la question des collectivités territoriales. La personne nous dit que c'était plutôt sur la variété des métiers que se posait la question plutôt que sur les formats. D'accord. Et du coup, l'autre question qui en découle, c'est peut-on qualifier des documents puis en déduire, par exemple, des délais de conservation? Oui, à partir de l'analyse des documents. Après, il faudra que vous, dans le modèle, vous ayez une idée, c'est quoi les délais de conservation? Est-ce que si ça parle d'une période de congé, d'une feuille de congé, une fois que la date est passée, on veut pas la garder. Voilà. Après, c'est vous qui ferez les règles, enfin, qui nous les communiquerez pour qu'on les mette dans le système. Voilà. Alors, j'ai plus de questions pour le moment. Si vous avez des dernières questions. Ah si, hop. Alors, Thierry Lafont nous dit que les lieux-dits sont accessibles en achetant les référentiels de la Poste et c'est mis à jour au service national de l'adresse. Thierry Oui, Lafont, on oui, l'avait déjà rencontré quelques fois, il me semble, oui, oui, mais pour des nous, ce qu'il thématiques de faut veille. voir, c'est que c'est pas dans notre modèle général parce que on arrête le modèle général à un niveau où plus vous avez de variété de textes, donc les lieux-dits pourraient perturber le modèle général. Donc on connaît le problème parce que par exemple, ça peut s'intégrer dans un projet spécifique sans aucun problème. Mais par exemple, sur les prénoms, hein, qui sont un sujet compliqué puisqu'on gère les prénoms de tous les pays du monde, puisqu'il y a aujourd'hui des gens qui sont dans des documents de langue française qui ont des prénoms d'à peu près tous les pays. Il faut savoir que dans le général, à un moment donné, vous êtes obligé de vous arrêter puisque ça va générer des faux amis, des problèmes plus compliqué à gérer si vous allez trop loin dans le général. Voilà. Donc typiquement les lieux-dits, c'est pour ça que, et puis le générique couvre la demande de base dans tout ce qui est avis client, réseau de franchisés, on est resté à la commune. Mais je vous dis, on a rentré les lieux-dits pour quelques zones géographiques d'un projet. Et on pourrait les rentrer dans le cadre d'un projet avec quelqu'un qui en a besoin sans aucun problème. Il y aurait quelques adaptations de désambiguïsation à gérer, sans doute. Voilà, c'est pour ça que c'est pas dans le général. Je crois alors, est-il possible d'intégrer plusieurs langages documentaires? Thésaurus, liste de vedettes, matières, plan de classement pour élaborer une seule ontologie comme base d'analyse et de recherche. Tout à fait. Voilà, il y a un outil. Alors donc c'est nous qui le faisons au début. Et après, on peut vous montrer, vous pouvez intégrer des ressources au fur et à mesure que votre application grossit. Vous pouvez intégrer n'importe quelle ressource. Vous avez un process pour voir effectivement parce qu'en fait, quand on intègre des ressources externes, le client s'aperçoit, on a eu le cas il y a 2 jours, qu'il y a 2 tiers de son thésaurus ou référentiel qui est dépassé en fait. D'accord. Donc ça va vous permettre de voir ce qui est utile, de ce qui match dans votre corpus et de le mixer dans l'ensemble. Ouais, tout à fait, c'est un avantage très important de notre solution, c'est qu'elle permet de réutiliser les référentiels qui ont déjà été faits. Donc ça satisfait le métier, les analystes, les documentalistes, enfin ça dépend qui intervient. Voilà, en le couplant à nos outils d'IA et nos outils de gestion. Ouais, tout à fait. Et on est même preneur, on est demandeur, on demande toujours
qu'est-ce que vous avez, demandez à droite à gauche chez vous si vous avez bien des listes. Donc il y a les listes de base, type les acronymes, parce que dès qu'on est dans un grand compte, il y a des noms de services, comme vous savez, avec des slash et des lettres, voilà. Et après, on demande toujours aux clients, regardez ce que vous avez sur des listes de produits, des thésaurus, métiers, voilà, tout à fait. On est très friand, de toute façon, on demande systématiquement si on peut intégrer ce que vous avez. Voilà. Et je crois qu'on n'avons plus de questions. Ben, il y a eu pas mal de questions, c'est très bien. Écoutez, pour conclure, parce qu'on arrive, on est à 55, ce que nous vous proposons, c'est que nous allons vous envoyer le webinar et la présentation, donc en replay pour le webinar. Ensuite de ça, si vous voulez creuser certains points, avoir une présentation personnalisée, après avoir qui illustre votre problématique, vos documents, vous nous contactez sur info@quamci et on sera très heureux d'aller plus loin avec vous, éventuellement de vous montrer, pour certaines qui sont non confidentielles, des applications clients, et de voir si nos outils peuvent vous être utiles. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie pour votre attention. Nous vous disons à bientôt. Fanny, plus de questions, c'est fini? Non, non, plus de questions. Merci à tous. Donc, le webinaire est terminé. Merci à tous. Bonne continuation et bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.